quand l'un des noms les plus emblématiques de l'industrie américaine, John Deere, déménage ses usines au Mexique, cela provoque une onde de choc, non seulement à Wall Street et à la Maison-Blanche, mais ébranle aussi les fondements mêmes de ce que signifie réellement « Made in the USA ». Est-ce une trahison ou une stratégie intelligente à l'ère de la mondialisation et de la hausse des coûts de production? Chez Eagle Discovery, nous ne sommes pas là pour offrir des réponses faciles. Nous creusons au cœur de ces mutations pour comprendre ce qui redéfinit vraiment l'avenir de la fabrication américaine. La vidéo d'aujourd'hui propose une analyse objective et approfondie d'un sujet qui alimente le débat national. Ce contenu est apolitique et conçu uniquement à des fins éducatives et de discussion. Le transfert de John Deere au Mexique, la stratégie avant l'émotion. John Deere, longtemps vénéré comme un symbole de la puissance agricole américaine, suscite la controverse en délocalisant une partie de sa production au Mexique. Pour beaucoup, cette décision ressemble à une trahison envers les travailleurs américains. Mais en dépassant l'émotion, une autre image se dessine, celle d'une adaptation calculée face à une pression mondiale implacable. Il ne s'agit pas de trahison d'entreprise, mais de survie économique. La hausse des coûts nationaux et la montée en puissance de concurrents internationaux plus efficaces laissent même aux marques historiques peu de place pour la nostalgie. Dans l'arène impitoyable de la fabrication mondiale, s'accrocher à la tradition peut signifier prendre du retard. Aujourd'hui, la survie appartient non pas aux nostalgiques, mais aux agiles. La réaction de l'ancien président Donald Trump fut aussi immédiate qu'incendiaire. Il proposa une taxe punitive de 200% sur les produits Deere assemblés au Mexique. Sa réponse, ancrée dans le cadre nationaliste America First, séduit les électeurs endeuillés par le déclin industriel. Pourtant, cette réaction populiste passe à côté d'un changement structurel plus large. Un monde où l'avantage concurrentiel repose moins sur le patriotisme que sur le positionnement mondial. En fin de compte, cette confrontation reflète une fracture plus profonde entre les cycles électoraux à court terme et les stratégies à long terme exigées par les entreprises mondiales. Les politiciens pensent en termes de réélection. Les entreprises pensent en termes de durabilité, d'innovation et de chaînes d'approvisionnement internationales. Et donc, une question cruciale se pose. Qu'est-ce qui définit vraiment une entreprise américaine au XXIe siècle? Est-ce l'emplacement de ses usines, ou la valeur qu'elle crée, les emplois qu'elle maintient et l'innovation qu'elle stimule au-delà des frontières? Pour les entreprises multinationales d'aujourd'hui, l'identité nationale est de plus en plus liée à la vision et à l'investissement, plutôt qu'à la géographie. Si John Deere continue de financer la R&D nationale, d'employer des ingénieurs basés aux États-Unis et de rester un leader de l'innovation agricole mondiale, un déplacement transfrontalier dilue-t-il vraiment son essence américaine? Ou reflète-t-il une identité plus résiliente et tournée vers l'avenir? Plus importante encore, cette controverse met en évidence une vulnérabilité de longue date dans la politique industrielle des États-Unis. Pour maintenir la fabrication avancée sur le sol américain, le pays doit offrir plus que des slogans et des tarifs douaniers. Il doit fournir les outils de la compétitivité mondiale. Cela signifie des investissements stratégiques dans l'automatisation de pointe, l'infrastructure numérique, la réforme de l'éducation et un environnement réglementaire qui favorise l'innovation plutôt que de punir la flexibilité. Les droits de douane peuvent alimenter les discours politiques, mais ils ne modernisent pas les chaînes d'approvisionnement, ni ne déclenchent de révolution technologique.
L'histoire de Deere ne parle pas de trahison, elle parle de transformation. Transférer certaines opérations au Mexique ne signifie pas tourner le dos aux idéaux américains. Cela signifie reconnaître que, pour diriger dans une économie mondiale, il faut parfois opérer au-delà des frontières. Ce n'est pas une histoire d'abandon, c'est un défi. Un défi pour les États-Unis de redéfinir le leadership industriel, non par le protectionnisme, mais par le progrès. La guerre commerciale de Trump, le nationalisme face à la réalité mondiale. La guerre commerciale, lancée par l'ancien président Donald Trump, en particulier contre la Chine, représentait une rupture nette et délibérée avec le consensus bipartisan traditionnel, favorable à la libéralisation des échanges depuis des décennies. Présentée comme une tentative audacieuse de réduire le déficit commercial américain et de relancer un secteur manufacturier en difficulté, l'administration a imposé des droits de douane sur des centaines de milliards de dollars de produits chinois, atteignant dans certains cas 125%. La stratégie visait à exercer une pression maximale sur Pékin, dans l'idée que l'économie chinoise, fortement dépendante de ses exportations vers les États-Unis, serait contrainte à faire des concessions sur les pratiques commerciales, la propriété intellectuelle et la politique industrielle, restaurant ainsi l'influence américaine sur la scène mondiale. Pourtant, les hypothèses sous-jacentes à cette approche ont vite été confrontées à une réalité plus complexe et résistante. Au lieu de plier sous la pression, la Chine a riposté avec une contre-offensive calculée, imposant des droits de douane de rétorsion allant jusqu'à 84% sur des exportations américaines clés. Ces mesures visaient spécifiquement des secteurs politiquement sensibles comme l'agriculture, l'automobile et la technologie, des industries profondément ancrées dans les bastions électoraux de Trump. Ce qui a suivi, ce n'était ni une résolution rapide, ni une paix négociée, mais une confrontation économique prolongée dans laquelle les deux parties se sont retranchées, transformant le commerce d'un échange mutuellement bénéfique en champ de bataille géopolitique. Pour les agriculteurs américains, les conséquences furent immédiates et sévères. Les exportations florissantes de soja, maïs, porc et produits laitiers se sont heurtées à d'importants obstacles en Chine, déclenchant un effet domino sur les économies rurales. Les grands fabricants, déjà fragilisés par l'évolution des dynamiques mondiales, ont vu leurs coûts de production exploser à mesure que les tarifs faisaient grimper les prix de l'acier, de l'aluminium et d'autres composants importés. Les biens de consommation sont devenus des dommages collatéraux, avec une hausse des prix touchant des produits allant de l'électronique aux machines à laver. Ce n'était plus un simple désaccord politique, c'était devenu un feu croisé économique aux répercussions mondiales. Les marchés financiers se sont montrés nerveux alors que l'incertitude devenait la norme, et les investisseurs se sont préparés à chaque nouvelle escalade. Mais au-delà des échanges tarifaires très médiatisés, un risque plus subtil, mais tout aussi déstabilisant planait. Le statut de la Chine, en tant que premier détenteur étranger de bons du Trésor américain, lui conférait un levier discret mais puissant. Au plus fort du conflit commercial, des spéculations ont émergé sur la possibilité que Pékin réagisse en se débarrassant d'une partie de ses 1 000 milliards de dollars de dettes américaines, un acte parfois qualifié de option nucléaire économique. Bien qu'un tel geste nuirait également à la stabilité financière de la Chine, la simple menace suffisait à ébranler les marchés obligataires et à exposer l'équilibre fragile des pouvoirs dans un système financier mondial étroitement imbriqué.
L'issue globale de cette confrontation commerciale ne fut pas celle envisagée par ses architectes. Plutôt que de contraindre la Chine à céder, la stratégie a poussé Pékin à accélérer son agenda d'autosuffisance. La Chine a commencé à développer rapidement son industrie nationale des semi-conducteurs, à élargir ses partenariats avec les pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est, et à renforcer son initiative des nouvelles routes de la soie. Elle a diversifié ses sources d'importation et réduit sa dépendance aux fournisseurs américains. En effet, la guerre commerciale a catalysé un glissement vers une économie mondiale plus multipolaire, où les États-Unis ne peuvent plus compter sur leur position dominante pour imposer unilatéralement leurs conditions. Pendant ce temps, aux États-Unis, les entreprises ont connu des mois, voire des années d'incertitude opérationnelle. Les chaînes d'approvisionnement ont dû être repensées ou redirigées. Les investisseurs ont hésité à faire des paris à long terme. Les prix ont augmenté non seulement à cause des droits de douane, mais aussi en raison de la volatilité des marchés, du ralentissement des investissements transfrontaliers et des tensions géopolitiques plus larges. Le consommateur américain moyen est devenu un participant involontaire à une lutte de pouvoir internationale, payant plus cher à la caisse pour des produits qui circulaient autrefois librement entre les nations. Ce que ce bras de fer prolongé a finalement révélé, c'est à quel point le nationalisme économique, utilisé dans une économie mondialisée, peut devenir une arme à double tranchant. Il a mis en lumière l'illusion qu'un pays peut facilement se détacher des chaînes d'approvisionnement et des réseaux financiers internationaux par des mesures unilatérales. Dans un monde étroitement interconnecté, les économies tertiaires et les économies nationales ne fonctionnent plus en vase clos. Elles sont liées par des routes commerciales, des plateformes numériques, des centres logistiques et des flux de capitaux qui transcendent les frontières politiques. Tenter de se retirer de ce réseau par la confrontation plutôt que par la collaboration peut générer plus de dégâts que d'avantages. L'héritage à long terme de la guerre commerciale de Trump pourrait ne pas être la revitalisation du secteur manufacturier, comme promis initialement, mais plutôt un rappel coûteux des limites de la coercition économique. Elle a démontré que le rapatriement des usines n'est plus la mesure la plus exacte de la puissance économique. À l'ère moderne, la force se définit par la capacité d'un pays à innover, à former des alliances plug-in flexibles et à conserver sa crédibilité dans un monde où la confiance, la rapidité et la coopération sont essentielles. En fin de compte, la campagne tarifaire de Trump n'a pas laissé un plan de domination, mais une étude de cas sur les conséquences imprévues. Elle a brisé l'illusion que les États-Unis pouvaient imposer leurs conditions par la seule force, et a démontré que, lorsque le commerce devient une arme, même les économies les plus puissantes du monde ne sont pas à l'abri des retombées. La quête de levier est devenue une leçon d'humilité, et l'expérience du nationalisme économique a révélé à quel point l'ordre mondial repose non sur l'isolement, mais sur une interdépendance qui doit être gérée et non rompue. Le commerce sans frontières, c'est fini. Comment une guerre tarifaire a ébranlé les alliances nord-américaines? Lorsque l'administration Trump a lancé son offensive commerciale agressive contre la Chine, la plupart des observateurs pensaient que les lignes de front resteraient confinées au Pacifique. Pourtant, à mesure que les tensions s'intensifiaient, il devenait douloureusement évident que les retombées ne se limitaient pas aux rivaux géopolitiques, mais touchaient aussi les alliés proches, en particulier le Canada. L'imposition d'un tarif
de 25% sur l'acier et l'aluminium canadien a choqué l'une des relations commerciales les plus intégrées du monde moderne. Ce n'était pas seulement une attaque économique, c'était une rupture diplomatique frappant des décennies de partenariats militaires et économiques sous des cadres comme l'ALENA, puis la CEUM. Le Canada n'a pas seulement été blessé économiquement, il a été symboliquement rejeté, signalant que même les amis pouvaient devenir des cibles d'une vague imprévisible de nationalisme America First. La réaction du Canada, bien que mesurée, fut ferme. Les responsables ont condamné les tarifs comme injustifiés et offensants, et ont rapidement mis en place des contre-mesures ciblant des produits américains emblématiques, du jus d'orange au moto, en passant par le whisky et le sirop d'érable. Sur le terrain, les consommateurs canadiens ont commencé à se tourner vers des alternatives locales ou européennes. Les flux touristiques ont ralenti et les industries transfrontalières comme l'aérospatiale, l'automobile et la logistique ont été contraintes de repenser leurs opérations. Les entreprises, longtemps dépendantes d'un commerce fluide, ont été confrontées non seulement à des coûts supplémentaires, mais aussi à une perte de confiance et de prévisibilité. La guerre commerciale a causé plus que des dommages financiers. Elle a fracturé un sentiment partagé de but commun qui avait défini la coopération régionale pendant des décennies. Nulle part, l'ironie n'a été plus évidente que dans le cas de Ford. Une entreprise, pratiquement synonyme de la tradition manufacturière américaine, s'est retrouvée étranglée par les mêmes tarifs censés défendre l'industrie nationale. Avec la flambée des prix des matières premières, acier pour les châssis, aluminium pour les carrosseries, lithium pour les batteries, Ford a été confronté à une équation intenable et a choisi de déplacer une partie de sa production de véhicules électriques à l'étranger. Cette décision, bien que controversée, a révélé une vérité dure sur le nationalisme économique en pratique. Quand la survie est en jeu, même des marques profondément américaines doivent privilégier la durabilité au symbolisme. Au lieu de stimuler la création d'emplois sur le territoire, les tarifs ont provoqué un exode partiel de la fabrication, démontrant que les politiques protectionnistes peuvent se retourner contre elles-mêmes et aggraver les vulnérabilités structurelles plutôt que les corriger. Ce moment souligne une leçon plus large sur l'économie du XXIe siècle. Dans un monde défini par des chaînes d'approvisionnement entrelacées, les alliances stratégiques ne sont pas de simples gestes diplomatiques, ce sont des lignes de vie opérationnelles. Imposer des tarifs à un bout d'un système régional provoque des ondes de choc dans tout le réseau, sapant l'efficacité et la résilience même que ces systèmes étaient censés garantir. L'idée qu'une nation peut se refermer sur elle-même pour renforcer son économie n'est pas seulement dépassée, elle est activement nuisible. Les économies ne sont plus autonomes, elles coproduisent, co-innovent et sont interdépendantes. Et dans un tel contexte, l'isolement affaiblit au lieu de protéger. Le triangle autrefois fluide entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, considéré comme un modèle d'intégration régionale, oscille désormais constamment entre collaboration et confrontation. L'ACEUM, censé renouveler et moderniser le commerce nord-américain, a été mis à l'épreuve presque dès son lancement. Sa structure reste intacte, mais la confiance sur laquelle il repose a été considérablement érodée. Et dans le commerce, la confiance est souvent plus précieuse que les tarifs. La véritable mesure du leadership, dans le climat économique actuel, n'est pas la force, mais la clairvoyance. La véritable influence ne vient pas de la démonstration de puissance, mais de la construction de partenariats fiables
et de la clarté stratégique. Les gains politiques à court terme, issus des tarifs, peuvent enthousiasmer une base, mais ils ne garantissent pas le leadership mondial à long terme, surtout lorsqu'ils aliènent les alliés et perturbent la prospérité partagée. Les décisions tarifaires de Trump n'étaient pas seulement un levier économique contre la Chine. Elles ont servi de test de résistance à la cohésion diplomatique nord-américaine, et les résultats ont révélé des vérités inconfortables. Le Canada, une nation liée aux États-Unis par la géographie, la culture et l'histoire, est devenu un dommage collatéral dans une bataille idéologique plus large sur le commerce et le nationalisme. Lorsque les outils économiques sont militarisés, même les amis peuvent être touchés par l'explosion. Et quand la poussière retombe, les dégâts ne touchent pas seulement les flux commerciaux, mais la stabilité fondamentale elle-même. Cette guerre commerciale n'a jamais concerné uniquement des marchandises. C'était un référendum sur la manière dont les nations interagissent dans une époque qui ne récompense plus l'isolement. Et le verdict est clair. Le protectionnisme, à l'ère de l'interconnexion, ne se contente pas d'antagoniser les adversaires. Il aliène les partenaires, fragmente les alliances et affaiblit l'architecture même de la stabilité mondiale qui a soutenu des décennies de progrès. Fabrication verte à l'étranger, contradiction ou catalyseur dans l'agenda durable des États-Unis. La décision de John Deere de délocaliser une partie de sa production au Mexique a déclenché un débat plus profond au carrefour de l'ambition climatique, de la réalité économique et de la responsabilité mondiale. À première vue, l'image est troublante. Une marque américaine emblématique, saluée pour son innovation agricole, déplaçant désormais ses opérations vers un pays aux réglementations environnementales plus souples. Pour beaucoup, cela ressemble à une régression, un recul par rapport aux aspirations américaines en matière d'énergie propre. Mais la vérité est peut-être bien plus nuancée et potentiellement même optimiste. Bien qu'il soit vrai que l'application des normes environnementales au Mexique ne soit pas aussi rigoureuse qu'aux États-Unis, cela ne signifie pas que John Deere a abandonné ses engagements écologiques. Au contraire, ce transfert soulève une question plus pressante. Les entreprises américaines peuvent-elles maintenir des normes de durabilité de classe mondiale, même dans des régions qui ne les exigent pas? Si John Deere implante ses technologies propres, ses systèmes de réduction des déchets et ses processus à haute efficacité énergétique dans ses installations à l'étranger, alors elle ne recule pas, elle endosse un nouveau rôle, celui de pionnière du leadership climatique sans frontières. Cela pourrait redéfinir la notion même de mondialisation, non plus une course vers le bas, mais un levier pour élever les normes environnementales partout. Imaginez un avenir où les entreprises américaines appliquent volontairement des normes environnementales de niveau national partout où elles opèrent. Cela transformerait la narration du greenwashing à l'exportation verte. Plutôt que d'exploiter des faiblesses réglementaires, elles deviendraient des moteurs de changement, semant les pratiques durables dans de nouveaux marchés et influençant les fournisseurs locaux à rehausser leurs standards. Cela redéfinirait ce que signifie être une entreprise américaine à l'ère du climat, faisant de la durabilité non pas une question géographique, mais éthique et transnationale, où la responsabilité se mesure non à l'endroit où se trouve l'usine, mais à la façon dont elle fonctionne et à ceux qu'elle inspire. Les implications vont bien au-delà d'un seul fabricant. Si ce modèle s'enracine, il pourrait aider à rééquilibrer une tension centrale dans la politique climatique mondiale actuelle. Le fardeau de la décarbonation
pèse souvent sur les nations développées, tandis que les économies en développement manquent de ressources pour y contribuer à égalité. Mais si des entreprises comme John Deere investissent dans une production propre à l'étranger, elles ne sous-traitent pas les émissions. Elles exportent les solutions, rendant la transition plus juste et plus efficace. Ce faisant, les entreprises deviennent non seulement des parties prenantes, mais des partenaires de la diplomatie climatique. La durabilité ne découle plus uniquement des traités, mais du commerce, de l'innovation et de l'exemplarité. Les entreprises américaines agissent comme des ambassadeurs officieux des valeurs environnementales, façonnant les marchés à travers chaque décision de chaîne d'approvisionnement. Bien sûr, cette vision dépend de la transparence, des audits et de garde-fous internes. Sans eux, les gestes symboliques pourraient éclipser les véritables progrès. Mais si elle est mise en œuvre avec intégrité, la décision de John Deere pourrait servir d'étude de cas sur la transformation de la mondialisation en gestion responsable. Il ne s'agit plus de savoir où nous construisons, mais de savoir si les idéaux américains peuvent accompagner l'industrie américaine et redéfinir les attentes mondiales dans une ère où la responsabilité climatique est la nouvelle monnaie de la légitimité. Les entreprises qui relèvent ce défi ne se contenteront pas de s'adapter à l'avenir. Elles seront celles qui l'écrivent. Chaos fiscal et paralysie MAGA, le délitement économique de l'Amérique. L'aile MAGA du Parti républicain, autrefois solidement alignée derrière Donald Trump, se retrouve désormais piégée dans une crise identitaire qui s'est étendue à la sphère fiscale américaine, créant non seulement un problème de budget, mais une véritable panne de gouvernance. Tandis que les déclarations publiques sur la réduction des dépenses gouvernementales restent tonitruantes, les résultats réels racontent une autre histoire. Seuls 4 milliards de dollars de coupe proposés sur un déficit de 2,2 billions de dollars. Ce qui se déroule n'est pas tant une querelle mathématique qu'un reflet de confusion idéologique et de blocage stratégique. Le mouvement, qui avait autrefois redéfini les priorités républicaines avec force populiste, ploie aujourd'hui sous le poids de ses propres contradictions, prônant un gouvernement limité, mais incapable de s'accorder sur les limites à établir. Les propositions visant à réduire les dépenses militaires, les prestations sociales ou les subventions aux entreprises ont fracturé l'unité interne, révélant un vide là où une stratégie fiscale cohérente devrait se trouver. Ce qui pourrait sembler être un simple retard législatif est en réalité un échec plus profond à aligner vision et action. En dehors des marbres du Capitole, les dégâts s'aggravent. La confiance du public envers les dirigeants politiques continue de s'éroder. Les électeurs ne voient qu'actes ni compromis difficiles, ni gouvernance disciplinée. Ils voient le chaos. À mesure que les débats s'éternisent, la confiance des investisseurs chancelle. Les craintes de fermeture gouvernementale, de blocage législatif et de défaut de paiement ne sont plus des hypothèses lointaines, mais des risques immédiats qui influencent les comportements du marché et les perspectives économiques. Le monde observe également. Les agences de notation de crédit prennent des notes. Les investisseurs mondiaux réévaluent leur stratégie. Et la réputation du dollar, comme pilier de stabilité, commence à vaciller. Si le Congrès ne parvient pas à gérer ses responsabilités fiscales, les secousses pourraient en se répercuter sur l'économie mondiale, faire grimper les taux d'intérêt et jeter un doute sur la fiabilité du leadership économique américain. L'ironie est difficile à ignorer. Un mouvement qui s'est levé en dénonçant la dysfonction élitiste
incarne désormais ce même désordre. Son incapacité à faire adopter une réforme fiscale significative a ouvert la porte aux critiques qui remettent en question non seulement ses idées, mais aussi sa compétence. Sa promesse de rétablir le bon sens a été ensevelie sous les querelles politiques et les indignations théâtrales. Il ne s'agit pas simplement d'un désaccord sur les chiffres, mais d'un signal d'alarme émanant du cœur de la démocratie. Une nation ne peut pas tracer sa route au milieu des tempêtes économiques avec des dirigeants qui se disputent sur la direction à suivre. Les slogans ne suffisent pas à équilibrer un budget, et les conflits de façade ne stabiliseront pas les systèmes financiers. Reconstruire la confiance dans la gouvernance exige plus que de la défiance. Cela demande la discipline de réellement gouverner. Ce moment révèle une vérité brutale. Le populisme sans pragmatisme ne mène pas à la réforme, mais à la paralysie. À moins que les législateurs ne mettent de côté leur loyauté factionnelle pour affronter la réalité fiscale avec clarté et courage, les conséquences ne seront pas seulement politiques, mais historiques. Car parfois, les empires ne tombent pas sous l'effet de forces extérieures. Ils se délitent lentement de l'intérieur, budget non résolu après budget non résolu. Ford et Tesla, redéfinir le rêve industriel américain à l'ère numérique. Les États-Unis entrent dans une nouvelle ère industrielle sans précédent depuis l'invention de la chaîne de montage. Mais cette fois, la transformation n'est pas seulement technologique. Elle implique une redéfinition profonde de ce que signifie « Made in America » au XXIe siècle. À la tête de ce mouvement se trouvent deux entreprises aux visions radicalement différentes, Ford et Tesla. L'une ancrée dans l'héritage, l'autre dans la disruption. Toutes deux redéfinissent la fierté nationale à travers l'énergie propre, l'intelligence artificielle et la vitesse mondiale. Le projet T3 de Ford va bien au-delà d'une refonte de produits. C'est une réinvention complète de ses fondations industrielles. Production automatisée, batteries à électrolyte solide, véhicules électriques conçus pour durer 1 million de kilomètres et recharge ultra rapide. Il ne s'agit pas d'une simple mise à jour technologique, mais d'une déclaration culturelle. Ford affirme que rester américain signifie évoluer. Comme l'a dit le PDG Jim Farley, ce n'est pas de la nostalgie, c'est une question de survie. Tout le monde n'accueille pas ce changement favorablement. L'ancien président Donald Trump a condamné l'électrification et l'automatisation de Ford comme étant antipatriotiques, affirmant que la décarbonation et les robots trahiraient les travailleurs américains. Mais la réponse de Ford va droit au cœur du patriotisme moderne. Dans un monde en pleine transition numérique et écologique, rester coincé dans le passé est le véritable danger. Ford soutient que pour diriger le futur, il faut le construire et non préserver les ruines d'hier. Alors que Ford modernise son héritage, Tesla a bâti son empire à partir de zéro, sans infrastructure héritée ni réseau de concessionnaires obsolètes. Tesla possède chaque étape, de l'extraction du lithium et la fabrication des batteries à l'assemblage des véhicules et à la vente directe. Ce contrôle vertical donne à Tesla une vitesse, une échelle et une indépendance inégalée. Tesla ne se contente pas de fabriquer des voitures, elle maîtrise tout le processus, et c'est là sa superpuissance compétitive. Ford et Tesla suivent peut-être des chemins différents, mais se dirigent vers une même destination. Une industrie américaine plus intelligente, plus propre, plus agile. Que le progrès naisse de la réinvention ou d'une création ex nihilo,
Toutes deux montrent que l'avenir du Made in America ne repose plus sur les chaînes d'assemblage, mais sur la pensée systémique, la technologie propre et la compétitivité mondiale. Cette transformation pousse le pays à reconsidérer ce que signifie le patriotisme. Lorsque des algorithmes pilotent les usines et que les voitures mégacities fonctionnent à l'électricité, l'industrie américaine peut-elle adopter les robots tout en valorisant les travailleurs? Peut-elle être à la fois verte, rouge, blanche et bleue? Ce ne sont pas que des questions économiques, ce sont des questions culturelles qui défient l'identité même de la nation. Au fond, les histoires de Ford et Tesla sont celles de la vision, de la résilience et de la volonté de définir ce qui vient ensuite. La tradition offre des racines, mais c'est l'innovation qui porte la croissance. La route sera chaoteuse, politiquement et technologiquement. Mais une chose est certaine, la prochaine frontière de l'industrie américaine ne sera pas conquise en regardant dans le rétroviseur, mais par ceux qui auront l'audace d'accélérer vers l'inconnu. Le tournant industriel post-globalisation de l'Amérique du Nord, la montée discrète de l'ALENA 2.0. La récente tendance des géants américains, comme John Deere et Ford, à délocaliser leur production au Mexique, ne se résume pas à une simple réduction de coûts. Elle est le signe précoce d'une transformation plus large qui redessine silencieusement l'avenir industriel de l'Amérique du Nord. Sous l'égide de l'ACEUM, nous assistons à l'émergence d'un nouveau réseau régional étroitement intégré, une structure que certains qualifient déjà d'ALENA 2.0. Il ne s'agit pas seulement d'un rebranding, c'est une refonte fondamentale de la manière dont les États-Unis, le Mexique et le Canada interagissent économiquement dans un monde où la mondialisation traditionnelle est mise à mal. Avec les tensions commerciales, les ruptures de chaînes d'approvisionnement et les risques géopolitiques croissants, les entreprises adoptent le nearshoring. Une stratégie qui rapproche la production de la demande, resserre les boucles et repose sur la confiance régionale plutôt que sur une dépendance lointaine. Ce qui prend forme est un écosystème tripartite, le Mexique en tête de l'assemblage à grande échelle et de la fabrication, porté par une main-d'œuvre abordable et des infrastructures en croissance. Les États-Unis ancrant le réseau grâce à la recherche, au développement, au financement et à l'innovation high-tech. Et le Canada renforçant sa position dans la production de précision, les technologies vertes et les secteurs à forte intensité d'ingénierie. Cette nouvelle division des rôles n'est pas seulement efficace, elle est protectrice. Elle renforce la résilience face à des perturbations autrefois rares, mais désormais régulières. Pénurie de puces, retard d'expédition, flambée géopolitique, variations tarifaires. En concentrant les processus au sein de l'Amérique du Nord, les entreprises créent un pare-feu industriel, fondé non seulement sur la logistique, mais aussi sur l'alignement politique et l'harmonisation réglementaire. Mais l'enjeu va au-delà. Une rare opportunité de transformer la politique industrielle, non plus comme une course au profit, mais comme une voie vers la renaissance régionale. Si elle était mise en œuvre intelligemment, l'ALENA 2.0 pourrait déclencher une renaissance manufacturière, non pas en fermant les frontières, mais en redessinant la mondialisation pour qu'elle soit plus contrôlée, coopérative et durable. Les entreprises cesseraient de courir après le moins-disant à l'étranger pour construire avec des partenaires de confiance à proximité, remplaçant les systèmes fragiles juste à temps par des stratégies adaptables, juste au cas où. Cette nouvelle structure jette les bases d'une identité continentale partagée, unissant la créativité américaine,
la capacité mexicaine et la précision canadienne en une force compétitive capable de rivaliser avec l'ancien modèle mondial, qui privilégiait souvent le coût à la résilience et l'échelle à la souveraineté. Bien sûr, ce résultat n'est pas garanti. Il dépend de la coordination, de réglementations claires, d'investissements avisés et du développement d'une main-d'œuvre solide. Sans efforts synchronisés, cette vision pourrait échouer, victime de désalignement ou de divisions politiques. Mais avec de la collaboration, les retombées pourraient être transformatrices. Dans un monde où la foi en la mondialisation effrénée s'effrite, la régionalisation n'est pas un repli, c'est une évolution. Il s'agit d'enraciner la prospérité dans la proximité, de protéger les chaînes d'approvisionnement contre le chaos et de prouver qu'un continent économiquement lié peut être plus grand que la somme de ses parties. Ce que nous voyons, ce n'est pas une correction post-ALENA, c'est un nouveau plan directeur pour montrer comment les régions, pas seulement les nations, peuvent prospérer dans une économie fracturée et accélérée du XXIe siècle. Dans un monde plus connecté et plus concurrentiel que jamais, il est naturel que des entreprises comme John Deere et Ford revoient leur stratégie pour garder une longueur d'avance. Mais s'adapter au changement ne doit pas signifier abandonner les valeurs fondamentales ou la responsabilité sociale. Pour soutenir un avenir véritablement durable, le gouvernement doit aller au-delà des droits de douane, en investissant dans les infrastructures, l'éducation et l'innovation. Ce n'est qu'à travers une collaboration étroite entre la politique publique et le secteur privé que les États-Unis pourront diriger la prochaine ère industrielle avec sens et résilience. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Laissez vos idées dans les commentaires. Chaque point de vue compte pour nous. À très bientôt dans une prochaine vidéo.